Bonjour, vous écoutez La Page Sensible, le journal de lecture et d'écriture d'une autrice émotive. Je m'appelle Marion Josserand et j'adore lire des romans contemporains, surtout ceux qui me titillent la corde hypersensible. J'aime tellement ça que j'ai même décidé d'en écrire. Dans ce podcast, je partage avec vous les romans qui éclairent si bien ma vie que j'ai envie de les recommander à la terre entière. Et au passage, je vous raconte mon cheminement d'apprentie autrice, parce que ça aussi, c'est toute une histoire. Âme sensible ? Bienvenue. Salut, c'est Marion. Dans ce 29e épisode de La Page Sensible, je vous parle d'un petit livre que j'ai récemment dévoré, un récit intime qui raconte l'histoire vraie d'un amour tenu secret pendant de nombreuses années et qui s'appelle « Arrête avec tes mensonges » de Philippe Besson. Pour vous donner un petit peu l'ambiance, c'est un livre que j'ai découvert en cherchant des titres semblables à Call Me By Your Name. Ensuite, côté écriture, je vous raconterai mon automne un peu aigre-doux, entre l'attente des retours sur mon premier manuscrit et une retraite d'écriture pour retravailler le deuxième manuscrit, c'est-à-dire des semaines à la fois un peu trop longues et un peu trop courtes, qui m'ont fait osciller entre un espoir fou et des doutes paralysants. Et voilà, et je vous parlerai également de comment j'essaye de garder mon cap au milieu de toutes ces émotions diverses, aussi diverses que la météo des dernières semaines. On commence donc avec le livre, j'allais dire le roman, mais c'est un récit qui est basé sur une histoire vraie, qui est autobiographique, et qui s'appelle « Arrête avec tes mensonges » de Philippe Besson. Alors, pour la petite histoire, je ne suis pas moi-même cliente d'Amazon, mais je sais que Amazon a un assez bon algorithme de recommandation de titres, et du coup, des fois qu'on cherche des nouvelles lectures, je vais sur la page Amazon d'un livre que j'adore, et je regarde ce que Amazon recommande. Et du coup, je suis allée sur la page de Call Me By Your Name. Alors, probablement, si vous n'avez pas entendu l'épisode que j'ai consacré à ce livre, voilà, peut-être que vous connaissez déjà le film, mais sachez qu'à la base, c'est un roman absolument magnifique, que j'adore, d'Andreas Siman. Et donc, je vais sur la page Amazon de Call Me By Your Name et je regarde les recommandations. Et alors, c'était principalement des titres anglophones, mais j'en vois un. Alors, le titre était en anglais, je sais plus ce que c'est le titre anglais, puis je me dis, ah, mais en fait, Philip Besson, ça doit plutôt être un auteur français, donc je vais voir la version française du livre. Effectivement, c'était le livre « Arrête avec tes mensonges ». Moi, je connaissais vaguement Philippe Besson de nom, j'avais déjà vu passer ses titres. Faut dire qu'il a quand même, il a publié, ça fait plus de 20 ans qu'il publie des livres, il a pas mal de titres, pas mal de prix. Donc, j'avais vaguement une petite idée, mais j'avais jamais rien lu de lui. Et donc, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai téléchargé un extrait gratuit sur ma liseuse et j'ai adoré l'Inkipit, c'est-à-dire voilà, les premiers paragraphes du roman. Et du coup, après, je suis allée commander en librairie et je l'ai acheté en papier. C'est un peu mon petit pied de nez à Amazon, genre, je me sers de vous pour trouver les livres, mais en fait, j'achète pas chez vous. Bon, je sais pas s'il y a d'autres personnes qui font comme moi. En tout cas, je vous donne l'astuce parce que les recommandations sont quand même assez bonnes. Bref, Arrête avec tes mensonges, c'est donc un livre, un récit, qui est sorti en 2017 chez Julliard et qui a apparemment été adapté en film en 2023. Moi, je l'ai pas vu. Si jamais vous l'avez vu, ça m'intéresserait de savoir ce que vous avez pensé du film. Et ça raconte une histoire tirée de l'adolescence de l'auteur, mais en fait non, c'est une histoire qui court justement sur toute sa vie. C'est l'histoire d'un amour qui a été tenu secret pendant de très 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 nombreuses années. Avant même de vous parler, de vous dire de pourquoi j'aime ce livre, je vais tout de suite vous lire l'Inkipit, parce que vous allez comprendre, je pense, pourquoi j'ai lu l'Inkipit et j'ai dit « Ok, je l'achète ». Et je vous fais une précision parce que à l'oral, ça peut pas s'entendre. Donc là, je vais vous lire en gros les 2 premières pages, c'est-à-dire qu'il y a une espèce comme un mini prologue avant le premier chapitre. Et le premier chapitre est marqué chapitre 1 1984. Donc dès le premier chapitre, on part dans la jeunesse et les années de lycée de l'auteur. Mais avant ça, il y a un tout petit prologue de à peine 2 pages. Et ce prologue, c'est une seule phrase. Il n'y a pas de point, sauf un point à la fin. Voilà, donc c'est tout entrecoupé de virgules, et ça donne une espèce de souffle comme ça à tout le roman. Donc voici l'Inkipit. Un jour, je peux dire quand exactement, je connais la date avec précision. Un jour, je me trouve dans le hall d'un hôtel, dans une ville de province, un hall qui fait office de bar également. Je suis assis dans un fauteuil, je discute avec une journaliste. Entre nous, une table basse, ronde. La journaliste m'interroge au sujet de mon roman, Se résoudre aux adieux, qui vient de sortir. Elle me pose des questions sur la séparation, sur écrire des lettres, sur l'exil qui répare ou non. Je réponds, je sais les réponses à ces questions-là. Je réponds sans faire attention presque, les mots viennent facilement, machinalement. Si bien que mon regard se promène sur les gens qui traversent le hall, les allées et venues,
les arrivées et les départs. J'invente des vies à ces gens qui s'en vont, qui s'en viennent. Je tâche d'imaginer d'où ils arrivent, où ils repartent. J'ai toujours aimé faire ça, inventer des vies à des inconnus à peine croisés, m'intéresser à des silhouettes. C'est presque une manie. Il me semble que ça a commencé dès l'enfance. Oui, c'était là, dans le plus jeune âge. Maintenant, je me souviens. Cela inquiétait ma mère. Elle disait « Arrête avec tes mensonges ». Elle disait « mensonge » à la place d'histoire. Ça m'est resté. Donc des années après, je continue, je forme des hypothèses tout en répondant aux questions, en parlant de la douleur des femmes quittées. Ce sont deux choses que je sais dissocier, que je peux faire au même moment. Quand j'aperçois un homme de dos, traînant derrière lui une valise à roulettes, un homme jeune se préparant à sortir de l'hôtel. La jeunesse, elle émane de son allure, de sa tenue, et je suis aussitôt écrasée par cette image. Parce que c'est une image impossible, une image qui ne peut pas exister. Je pourrais me tromper, bien sûr. Après tout, je ne vois pas le visage, je suis dans l'incapacité de le voir là où je suis assis. Mais c'est comme si j'étais certain de ce visage, comme si je savais à quoi l'homme ressemble. Et je le redis, c'est impossible, littéralement impossible. Et pourtant je lance un prénom. Thomas. Je le crie plutôt. Thomas! Et la journaliste en face de moi en est effrayée. Elle était penchée sur son carnet, occupée à griffonner des notes, à recopier mes paroles, et voilà qu'elle relève la tête, ses épaules se contractent, comme si j'avais crié sur elle. Je devrais m'en excuser, mais je ne le fais pas, happée par l'image en mouvement, et attendant que le prénom crié produise son effet. Mais l'homme ne se retourne pas. Il poursuit son chemin. Je devrais en déduire que je me suis trompée. Cette fois pour de bon, que tout n'a été que mirage, que le va-et-vient a provoqué ce mirage, cette illusion. Mais non. Je me lève d'un bond, je pars à la poursuite du fuyant. Je ne suis pas mue par le besoin de vérifier, car à cet instant-là, je suis encore convaincue d'avoir raison contre la raison, contre l'évidence. Je rattrape l'homme sur le trottoir, je pose ma main sur son épaule, il se retourne et là, c'est pas moi qui me suis plantée en coupant l'audio du podcast, ça se termine par « il se retourne et point ». Et là, chapitre 1, 1984. Bon voilà, comment ne pas acheter le livre pour lire la suite ? Cet incipit est juste génial, je crois que on est tous d'accord là-dessus. Ça promet tout ce qu'il y a réellement dans le roman, c'est-à-dire des souvenirs, un va-et-vient entre le présent et le passé, des souvenirs d'enfance, des souvenirs principalement d'adolescence, puisque ce qui va nous être raconté dans ce livre, c'est une histoire d'amour, un amour secret, adolescent, entre Thomas et Philippe, qui se rencontrent au lycée. C'est tout ce que, justement, moi j'avais pu aimer, notamment dans Call Me By Your Name, ce côté un peu le secret, le fait de s'aimer en cachette, etc. Toute l'adrénaline qui va avec, voilà, c'est les grands émois qu'on peut avoir à l'âge de 17 ans. Donc ça, c'est vraiment la première chose qui m'a plu dans ce roman, c'est une histoire d'amour pleine de frissons et d'adrénaline, et aussi très très sensuelle. J'ai vraiment beaucoup d'admiration pour les scènes de sexe qui sont super bien écrites, et moi je trouve que c'est très très dur à écrire pour m'être essayé à cet exercice. Et ça m'arrive des fois aussi dans des romans de lien de scène de sexe de me dire ouf, c'est un peu cringe. Et là vraiment c'est magnifiquement écrit, c'est très juste, c'est très sobre et en même temps très impactant. Donc voilà, l'amour adolescent décrit avec beaucoup de ferveur et en même temps une espèce de sobriété qui sert le propos. La deuxième chose que j'ai beaucoup aimée dans ce roman, c'est que c'est une histoire dont je ne vais pas vous donner les détails, voilà, je ne vais pas vous spoiler, j'en ai déjà dit beaucoup, mais c'est une histoire qui est assez dingue, notamment dans les coïncidences, et qui pourtant est une histoire vraie. Ça montre un petit peu comment des fois la réalité dépasse la fiction. Alors je vous dis pas qu'il y a des martiens dans cette histoire, c'est pas dingue à ce point-là, mais juste les hasards de la vie, les rencontres, et des espèces d'histoires qui peuvent... des histoires qu'on croit, de l'adolescence qu'on croit enterrées, et qui peuvent finalement revenir dans notre vie comme ça des décennies plus tard, plus de 30 ans plus tard en l'occurrence. Et directement lié à ça, c'est l'aspect tragique du roman au sens premier du terme, c'est-à-dire vraiment au sens de ce que c'est qu'une tragédie, qui m'a beaucoup plu. Quand je parle de tragédie, je fais référence au fait qu'il y a une fin inexorable. On sait comment ça va finir, plus ou moins, ou à un moment vraiment on commence à s'en douter, à se dire ok, c'est vers là qu'on va, c'est vers ça qu'on va. Et pourtant, jusqu'à la dernière seconde, on espère que ça sera différent. Et quelque part, on a envie d'aller au bout de l'histoire pour voir de nos propres yeux cette fin tragique. Je sais pas, c'est comme quand on regarde... Pourquoi est-ce que Roméo et Juliette a toujours autant de succès alors qu'on sait que ça va mal finir ? Pourquoi est-ce que les gens re-regardent et re-regardent Titanic ? Et je sais pas vous, mais moi, à chaque fois, j'espère qu'il va pas se noyer, quoi.
Et on espère toujours que les personnages vont faire des choix différents. Je pense que j'ai pas forcément les mots pour exprimer pourquoi cet aspect tragique c'est aussi prenant et pourquoi est-ce qu'on a envie de lire jusqu'au bout alors qu'on sait comment ça va finir. Probablement qu'il y a des gens qui ont écrit des thèses très intéressantes là-dessus. Mais moi j'aime bien ça quand t'as un livre où j'ai envie de crier «Ah mais non, mais fais pas ça, non, pourquoi tu vas là, vas-y pas» et tout. Et en même temps je sais très bien que le personnage va y aller et qu'il court à sa perte. Et je pense que ce qui fait que ces livres peuvent fonctionner et que ce livre fonctionne, c'est quand on voit qu'en fait, les décisions des personnages, aussi déplaisantes qu'elles soient pour nous, elles sont cohérentes. Cohérentes avec l'histoire, cohérentes avec leur personnalité. Et je sais pas, peut-être que ça nous aide à appréhender une partie de certains aspects inexorables de nos vies, de choses contre lesquelles on peut rien. Je sais pas, peut-être que le tragique, ça nous aide à nous réconcilier avec des choses à faire la part des choses entre ce qu'on peut maîtriser et ce qu'on maîtrise pas. Je sais pas. Je suis en train de partir dans un débat philosophique avec moi-même là. Bon, tout ça pour dire que je vous recommande très très chaudement ce livre de Philippe Besson, qui est le premier que j'ai lu de lui, qui par ailleurs est très bien écrit, dans un style, comme je le disais, à la fois épuré et en même temps avec des fois des envolées un petit peu comme cet incipit de 2 pages sans point. Et ça m'a donné envie de lire plein d'autres livres de lui. Et j'ai déjà acheté Paris-Briançon, que en fait une amie m'avait recommandé il y a longtemps, et puis j'étais pas tombée dessus en librairie, enfin je l'avais pas acheté. Et c'est un livre qui se passe dans le train de nuit entre Paris et Briançon, donc absolument tout ce que j'aime. J'ai très très envie de le lire parce que j'ai une passion déjà pour les trains, mais en plus pour les trains de nuit. C'est pas pour rien que j'ai fait Saint-Pétersbourg-Pékin en train. Donc voilà. Côté écriture, à présent, j'ai l'impression d'avoir beaucoup de choses à vous raconter, mais c'est parce que je suis passée au rythme bimestriel. Au moment où j'enregistre ce podcast, on est le 30 novembre. Donc oui, ça fait à peu près 2 mois depuis la dernière fois que je vous ai dit où j'en étais. Donc quand je vous ai laissé, j'étais donc en plein dans les soumissions de mon premier manuscrit. J'ai dû me planter dans la saison. J'en avais envoyé à peu près une 30aine par mail. Et depuis, j'ai fait un peu la dernière étape de cette phase de soumission. Et je me suis dit, après j'arrête, j'y pense plus. Je mets ça dans un coin, je me défais de ce manuscrit provisoirement et je me concentre sur le deuxième. Et donc, cette dernière étape, c'était d'envoyer les versions courrier. Pour ça, j'avais commandé des exemplaires papier de mon manuscrit. Et je rigole parce qu'en fait, j'ai eu des déboires avec Chronopost. Et pendant 1 mois entier, ils ont trimballé mes manuscrits aux 4 coins de la France. Et bon, j'ai fini par arriver à les récupérer, mais c'était un sketch, vraiment un sketch. Et donc, j'ai pu faire 6 envois courrier à 6 maisons d'édition auxquelles je tenais à envoyer mon manuscrit, malgré le fait que ça coûte cher d'envoyer un manuscrit par courrier. Je crois qu'il pesait 900 grammes. Donc voilà, j'étais juste en dessous de la barre des 1 kilo. En fait, comme il faut imprimer avec un grand interligne et des grandes marges, etc., ça fait vraiment un gros document quand on l'imprime, quoi. Justement, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai attendu jusqu'au dernier moment pour faire les envois courriers, c'est parce que je savais que ça allait coûter un petit peu cher, déjà de les imprimer et de les envoyer. Et je pense que je rechignais à faire ça parce que j'avais un petit peu peur que ça se retrouve au milieu ce qui est très probable d'ailleurs, que ça se retrouve au milieu d'énormes piles de plein de manuscrits qui, peut-être que les maisons d'édition n'ont pas forcément le temps de lire, elles le disent toutes, qu'elles reçoivent énormément de manuscrits. Et donc j'avais peur que ce soit vain et un gaspillage d'argent, de temps et de papier notamment. Voilà, ça me faisait un peu de la peine d'imprimer tout ça en me disant je balance ça comme une bouteille à la mer. Et en même temps, je me suis rendu compte que c'était important psychologiquement pour moi, quelque part, de prendre cet engagement pécunier, de dépenser, je sais pas, en tout l'envoi, tout ça, ça a dû me coûter peut-être 120 €, je sais pas, quelque chose comme ça. De me dire, ouais, je balance ces 120 € pour envoyer des manuscrits. Et c'est parce que je pense que ce manuscrit, il vaut ça, qu'il en vaut la peine, quelque part, d'investir des sous dans mon manuscrit. Psychologiquement, pour moi, c'était une façon aussi d'assumer ma démarche et de dire, je fais ça sérieusement. Je me suis rendu compte finalement après l'avoir fait que ça me faisait du bien. Et puis c'est vrai, il faut dire aussi que j'ai repris un peu confiance ces derniers mois par rapport à mon manuscrit, puisque j'ai eu quand même des petits retours de maisons d'édition. Donc dans le dernier épisode, je vous racontais que j'avais pu avoir une éditrice au téléphone qui finalement n'a pas retenu le manuscrit, mais qui m'en avait fait plein de compliments et ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a beaucoup aidée. Entre-temps, pendant les vacances de la Toussaint, j'ai reçu une notification d'une autre maison d'édition qui me disait que mon manuscrit était passé en comité de lecture, donc ça veut dire qu'il avait passé la première étape. Donc là, en tout, avec la 3e dont je vous parlais aussi déjà dans le dernier épisode, ça fait en tout 3 maisons d'édition dont j'estime beaucoup le travail en plus, qui n'enlève rien au plaisir, dans lesquelles le roman a passé la première étape qui est vraiment
l'arrivée de tous les manuscrits où on trie tout, qui ont passé la première étape de tri et qui sont passés en comité de lecture. Donc voilà, ça fait plaisir. C'est chouette de voir que le manuscrit soulève de l'intérêt. Voilà, ça, en gros, j'ai envoyé, si je résume, j'ai envoyé à peu près 35 maisons d'édition, dont 6 par courrier, donc qui viennent juste de le recevoir en fait. Sur ces maisons d'édition, il y en a 3 qui sont revenues vers moi, il y en a une finalement qui m'a dit qu'elle ne le prendrait pas, et il y en a 2, du coup, j'attends leur retour, je sais juste que je suis passée en comité de lecture. Et il y en a une parmi ces 2-là chez qui je rêverais vraiment, vraiment, vraiment d'être éditée. Il y a vraiment des autrices que j'admire énormément dans leur catalogue et j'ai beaucoup d'admiration pour leur travail éditorial, leurs choix éditoriaux, leur démarche. C'est vraiment une maison très créative. Et au début, j'étais très 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 contente quand j'ai su que j'étais passée en comité de lecture chez elle, je veux dire elle, parce que c'est une équipe très féminine. Et ce message-là, ce premier message-là, je l'ai reçu, je crois que c'était le 21 septembre, donc là maintenant ça fait un peu plus de 2 mois. Et depuis quelques semaines, je commence à être vraiment rentrée dans la phase où je me dis « Ah, pourquoi elles m'ont toujours pas répondu, elles sont pas revenues vers moi, ah, elles doivent être en train de changer d'avis, ça leur plaît pas. » Et j'arrête pas de rêver, je fais des cauchemars, je rêve que je vais à des examens, comme des examens universitaires pour lesquels je suis pas du tout préparée, j'arrive devant ma copie et je me rends compte que j'ai pas révisé le bon truc, je me réveille en sursaut, en sueur, comme si j'étais complètement inappropriée, une imposteuse, enfin, je vois que ça me travaille, pas forcément toujours de façon consciente, mais voilà, je sens que là, ça commence à me travailler. Et j'ai quand même eu un petit clin d'œil de l'univers récemment, mais très très récemment, c'était, je pense, la semaine dernière. En fait, il se trouve que je vais à Paris ce week-end. Donc là, au moment où j'enregistre, je pars prendre mon train. Il faut que je parte dans une demi-heure. Là, j'enregistre le podcast et je pars prendre mon train. Donc c'est prévu depuis très longtemps que j'aille à Paris ce week-end-là. Et en fait, je me suis rendu compte que ce week-end, donc le premier week-end de décembre, c'est le salon de Montreuil. Donc vous, quand vous écouterez ce podcast, j'y serai déjà allée, mais là, voilà, j'y vais demain. Donc demain, vendredi 1er décembre, je vais au salon de Montreuil. Si ça vous parle pas, le salon de Montreuil, c'est le plus grand salon de littérature jeunesse de France. Très, très, très gros salon. Et en fait, je me suis rendu compte que dans ce salon, il y aura plein de maisons d'édition à qui j'ai soumis mon manuscrit, qui seront présentes. Et en fait, j'ai très, très envie d'aller voir, en fait, prendre la température, regarder leurs sorties, leur actualité, il y a beaucoup de dédicaces et je sais aussi que les éditeurs et les éditrices sont souvent très présents sur ce salon de Montreuil et que ça peut être une occasion, éventuellement, de se croiser en vrai. Et donc même si j'y crois pas trop, même si je me doute bien qu'ils doivent être très occupés, très pris, je me suis dit que j'allais y aller et j'y vais demain vendredi en me disant qu'il y aura moins de monde que le week-end. Voir si peut-être on peut se croiser en vrai, je sais pas. En tout cas, ça m'intéresse déjà de voir en fait ce que font les maisons d'édition en termes de sortie, tout ça. Mais j'ai un sacré trac parce que je suis pas très à l'aise dans la foule et bon, ça fait peur quand même. Je me dis, en fait, je crois que j'ai autant peur de les voir que de ne pas les voir. C'est-à-dire, je pense que si je croise pas ces éditrices avec qui j'étais en contact, je serais déçue. Et en même temps, je pense que si je les croise, je vais avoir vraiment, vraiment le trac. Dans le prochain épisode, je vous raconterai certainement comment s'est passé ce salon de Montreuil et si j'ai réussi à parler avec des gens chouettes. Une autre chose que je vous avais promis de vous raconter dans le dernier épisode, c'est que j'ai fait une retraite d'écriture pendant les vacances de la Toussaint. C'est-à-dire que je me suis offert une semaine, en fait c'était aussi mes vacances avec mon chéri, mais une semaine dans un petit bled d'Auvergne trop mimi, où on s'est pris un petit Airbnb au calme. Et en fait, moi, mon but, c'était d'avancer sur la réécriture de mon 2e manuscrit. Donc, pour les personnes qui n'auraient pas forcément suivi, en gros, à l'automne 2021, j'ai écrit le premier jet d'un 2e manuscrit, voilà, qui parle pas du tout de la même chose, qui se passe au Nouvel An, et dont le titre de travail, c'est l'année nouvelle. Alors, c'est un titre tout pourri, mais c'est mon titre de travail pour nommer mes documents. Et en fait, j'avais écrit très, 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 très vite la première partie de ce manuscrit à l'époque, donc à l'automne 2021, et après, j'avais pas mal ramé sur la 2e partie, et finalement, je l'avais fini qu'en mai 2022. Enfin voilà, j'avais vraiment passé du temps à ramer sur la fin et je m'étais arrêtée au dernier chapitre. J'avais pas terminé le dernier chapitre. Et en fait, il m'a fallu cette retraite d'écriture et me replonger dans le manuscrit et me dire bon allez, comment est-ce qu'on attaque cette réécriture pour accepter la réalité qui est que, en fait, je suis bloquée sur cette fin. Et pour une raison toute bête, c'est que le premier jet, je l'ai écrit pendant le NaNoWriMo 2021, c'est-à-dire ce challenge d'écriture qui a lieu tous les ans au mois de novembre. Et donc, j'avais préparé en amont le plan du roman, parce que moi, j'adore planifier, je suis vraiment une gueudin de la planification. J'avais fait un plan de 32 pages, c'est pas une blague.
Mais j'avais pas eu le temps de finir de planifier bien précisément la fin. Et je m'étais dit, au 1er novembre, je m'étais dit, bon, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je prends encore... Je sentais qu'il me fallait encore du temps. Je me disais, est-ce que je prends encore 1 semaine, 10 jours pour finir de planifier la fin ? Et du coup, ça retarde le début du challenge d'écriture où on est censé écrire tous les jours, en novembre. Ou est-ce que je me mets à écrire et de toute façon, la fin, d'ici à ce que j'ai écrit les X premiers chapitres, le dernier chapitre, ça me paraîtra évident et ça va venir tout seul. Et donc, je me suis dit, vas-y, lance-toi et ça viendra. Et donc, spoiler alerte, c'est pas venu. C'est-à-dire que ce que m'a montré ce deuxième manuscrit, c'est qu'il faut que je respecte mon propre process. Et je crois que je me suis laissée un petit peu influencer par le fait qu'il y a des gens qui écrivent sans aucune planification, sans plan, sans rien du tout. Et quelque part, j'étais tentée d'essayer pour voir si ça pouvait marcher pour moi aussi. Et d'ailleurs, peut-être que j'ai bien fait d'essayer parce qu'il y a qu'en essayant qu'on peut savoir si ça fonctionne. Mais en fait, moi, pour l'instant en tout cas, c'est pas quelque chose qui fonctionne pour moi. C'est-à-dire que écrire sans plan, ça me bloque. Moi, j'aime savoir où je vais, j'aime savoir exactement ce que j'ai envie de raconter dans un chapitre, voire même dans une scène donnée. Ce qui n'empêche pas, quand j'écris, de dévier de mon plan. Mais quand je dévie de mon plan, c'est spontané, c'est parce que sur le moment, ça me paraît être la bonne chose à faire. Mais par contre, juste me mettre devant ma feuille et me dire « Bon, aujourd'hui, je dois écrire et j'ai pas de plan », c'est quelque chose qui me bloque. Alors que je peux écrire en ayant un plan et pendant que j'écris, j'en dévie. C'est pas la même chose, quoi. Je me rends compte que le produit final, par exemple, de mon premier manuscrit, il n'est pas conforme à 100% au plan que j'avais fait. Il est conforme à, je dirais, 70%, même peut-être 60%. Mais par contre, quand j'ai écrit le premier jet, je m'appuyais vraiment sur ce plan comme sur une espèce de béquille, en fait. Et je me rends compte que si j'ai pas cette béquille-là du plan, ben j'arrive pas à écrire. Du coup, là, ce qui se passe, c'est que je me rends compte qu'il me manque, on va dire, une grande partie on va dire qu'il me manque le dernier chapitre, parce qu'il m'en manque quand même la majeure partie. Et qu'en fait, je suis obligée, même si je voulais rentrer dans une deuxième réécriture, donc dans un deuxième jet, en fait, non, je suis obligée de me remettre en mode, même pas premier jet, je suis obligée de me remettre encore à l'étape d'avant. Je me remets en mode plan. C'est-à-dire que je ressors mes outils que j'utilise pour la planification et je suis en train d'essayer de planifier cette fin comme si j'avais encore jamais écrit le premier jet, en fait. C'est un peu bizarre, du coup, comme situation. Du coup, je fais beaucoup de brainstorming. Voilà, je me suis rendu compte que d'en parler avec des amis à voix haute aussi, ça m'aide beaucoup. J'ai beaucoup d'idées qui me viennent en parlant. Je fais plein d'écritures automatiques pour essayer notamment d'explorer des hypothèses. Je fais beaucoup de « et si ». Et si un tel faisait ça ? Et si un tel, en fait, il était comme ça ? Et si, en fait, un tel, il était ceci, il était cela ? Voilà, je fais beaucoup d'écriture automatique mais en mode prise de notes, quoi, pas en mode fictionnel. Et pourquoi c'est si difficile ? Parce que c'est vrai que ça peut paraître de l'extérieur, se dire, mais quand on a écrit 95% d'un manuscrit, comment c'est possible de pas connaître la fin ? Je sais pas. Moi, j'en suis la première étonnée. Je pensais vraiment que ça allait venir naturellement. Non, ça vient pas naturellement. Et je pense que le problème, entre guillemets, vient principalement du fait que dans ce manuscrit-là, j'ai 5 narrateurs et narratrices. Il y a quand même une protagoniste qui est on va dire, le personnage principal, mais on rentre quand même vraiment dans la psyché de ces 5 narratrices et narrateurs. Et ils ont tous quand même une grande importance dans le roman. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas facile d'équilibrer les fins des différents personnages. C'est-à-dire que j'aimerais avoir une fin qui soit nuancée en termes de l'émotion que ça donne au lectorat. Je voudrais pas une full happy end et en même temps, je veux pas quelque chose de complètement tragique. Donc voilà, j'essaye de voir comment est-ce que je peux équilibrer les différents enjeux de l'intrigue, les différents arcs de transformation des différents personnages, les relations entre chaque personnage, parce que, alors, je saurais pas dire combien de relations ça fait, mais il y a des relations possibles entre chacun des 5 personnages, puis le groupe en lui-même. Enfin bref, il y a plein de possibilités sur la façon dont cette histoire pourrait se terminer. Il y a vraiment beaucoup de possibilités différentes. Et finalement, mon problème, c'est de faire des choix. Voilà, je suis vraiment dans l'embarras du choix en ce moment. J'espère, je commence un petit peu ça fait un bon mois là, j'ai passé vraiment tout le mois de novembre à beaucoup brainstormer, j'ai l'impression que je commence à doucement arriver à déterrer quelque chose qui sort un petit peu du magma de toutes les possibilités, mais c'est pas encore gagné et je sens que c'est pas, j'aimerais arriver à écrire cette fin quand même avant la fin de l'année. Je trouve qu'en termes symboliques, ça serait agréable de me dire je finis 2023 en ayant réellement terminer ce manuscrit avant de pouvoir attaquer une vraie réécriture en 2024. Pour l'instant, mon meilleur outil, c'est la bibliothèque. Pas au sens où je lis des livres, mais au sens où je me cale des dates entre moi et mon manuscrit et où je me fais des sessions. J'essaye de m'en faire une par semaine
une session de 3 heures à la bibliothèque, sans internet, sans rien, juste moi et une feuille, et je brainstorm. Et à chaque fois que je me mets devant la feuille, je me dis non, mais je vais rien trouver, je suis coincée, enfin, je vois pas ce que je peux trouver de mieux que j'ai pas trouvé hier. Et en fait, je me rends compte que si de façon systématique, je me pose des questions sur mes personnages, sur mon histoire, et que j'essaye d'explorer des réponses pour voir si elles sonnent justes, et ben en fait, systématiquement, c'est jamais perdu. Je trouve toujours des petits éléments de réponse. Et finalement, je fais ça depuis un mois et ça commence à s'agréger. Et je sens que je suis à 2 doigts là de trouver la fin. C'est comme si je marchais sur un chemin en montagne et que je sais qu'après le prochain virage, il y aura la vue. Et j'y suis pas encore, mais je sais que c'est là. Donc voilà, tout ça pour revenir du coup à ce que je vous disais en intro sur les émotions très variables, c'est que je pense qu'aussi mes difficultés avec l'écriture de mon 2e manuscrit viennent du fait que j'ai des émotions très variées avec mon 1er manuscrit. À la fois, je suis pleine d'espoir parce que j'ai eu des retours de maisons d'édition chouettes. Et en même temps, j'ai toujours pas de contrat de publication et donc le doute m'assaille. Et je pense que ça a aussi des répercussions sur mon écriture. Et au milieu de tout ça, j'essaye de me rappeler que le plus important et ce qui, moi, me meut dans cette démarche, c'est l'écriture en elle-même, que ce qui compte pour moi, c'est d'écrire. Et donc voilà, j'essaye de me recentrer là-dessus, de pas trop penser à la publication, de pas trop penser à tout ce qui va autour, à la communication, aux réseaux sociaux, tout ça. J'essaye vraiment de me dire, le métier que j'ai choisi et que j'ai envie d'exercer, et celui qui me fait rêver depuis que j'ai 6 ans, c'est écrire des histoires. Et voilà, j'essaye vraiment en ce moment de me recentrer là-dessus et de remettre du temps pour l'écriture pure dans mon emploi du temps. Donc voilà, j'espère sincèrement que dans le prochain épisode, je pourrai vous dire oui, c'est bon, j'ai des retours de maison d'édition et j'ai écrit ma fin. Bon, on y croit. Merci en tout cas d'avoir écouté cet épisode numéro 29 de la page sensible jusqu'au bout. Je me demande si vous aussi, vous découvrez tout juste l'œuvre de Philippe Besson, ou est-ce qu'au contraire, vous aurez des titres à me recommander pour mes prochaines lectures, ou même des livres dans cette même mouvance, un peu, ambiance Call Me By Your Name, parce que ça c'est carrément ma came, donc voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos recommandations en commentaire ou sur Instagram, @lapagesensible, ou tout simplement si vous avez des commentaires à faire en lien avec l'épisode. Et pour connaître les coulisses du podcast et recevoir mes meilleures recommandations culturelles en lien avec chaque épisode de la page sensible, n'oubliez pas de vous abonner à ma newsletter pleine de bonne humeur en cliquant sur le lien dans la description du podcast. Enfin, ne ratez pas le prochain épisode qui paraîtra début 2024 et dans lequel je vous raconterai donc comment s'est passé le salon de Montreuil, si j'ai enfin solutionné la fin de mon 2e manuscrit. On verra. Ah oui, et j'aimerais aussi faire une petite annonce. Il y a des personnes parmi vous qui sont dans la région grenobloise, comme moi, et qui écrivent et qui ont envie d'écrire ensemble ou de parler d'écriture. N'hésitez pas à me contacter parce que je suis toujours très friande déjà de parler écriture, d'échanger là-dessus. Et je me rends compte aussi que moi ça m'aide beaucoup d'avoir des échanges autour de l'écriture et un groupe de soutien. Je pense que je vais formaliser ça probablement en 2024, mais j'aimerais bien créer une espèce comme un groupe d'écriture, un groupe d'entraide où on se retrouverait pour écrire ensemble, pour parler publication. Donc voilà, si vous avez envie de faire de l'écriture quelque chose qui est au centre de votre vie et que vous êtes sur Grenoble, écrivez-moi, soit par mail, soit sur Insta. Je serais ravie qu'on prenne un café ensemble et qu'on en parle. À très bientôt, et d'ici là, je vous souhaite de belles lectures.